Bien, alors je vais reprendre à partir de ce sur quoi nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc j'avais expliqué la fonction métalinguistique selon Jacobson et nous avions vu qu'il y avait chez Jacobson une définition assez large du métalinguistique en tant que fonction centrée sur le code. Donc l'idée que dès qu'un énoncé porte sur le code, c'est-à-dire au fond sur la nature même de ce qui est dit, sur la façon dont la chose est formulée, on est dans un énoncé métalinguistique. On a vu également que Jacobson privilégiait l'exemple de l'activité définitoire, c'est-à-dire lorsque on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il entend par tel mot, quel est le sens de tel mot, et par ailleurs que pour Jacobson, le plan métalinguistique avait une dimension cognitive. Ensuite, on a vu donc comment Cuglioli distingue le plan métalinguistique de l'épilinguistique en définissant l'épilinguistique comme du métalinguistique non conscient, en disant qu'il y a plusieurs sortes de discours métalinguistiques, donc à la fois du métalinguistique et de l'épilinguistique, mais peut-être aussi plusieurs sortes d'épilinguistique, que les gloses épilinguistiques forment une partie importante de notre discours quotidien, qu'elles représentent quelque chose d'important dans la langue. C'est un système, au fond, assez spontané de représentation interne à la langue. Et enfin, on avait vu que la distinction entre le métalangage et les gloses épilinguistiques était relativement claire, mais que, au fond, le système de représentation métalinguistique ne peut pas être entièrement extérieur à la langue d'usage, c'est-à-dire que le linguiste essaie d'avoir un métalangage rigoureux, scientifique, etc. Enfin, mais il est extrêmement difficile de décrire le langage en sortant du langage, d'une certaine façon. C'est un peu ce que dit, je ne sais pas, vous connaissez peut-être la formule de... Alors attendez, venez signer la feuille d'émargement là. Vous connaissez peut-être la formule de Lacan selon laquelle il n'y a pas de métalangage. Cette idée, c'est une formule condensée pour dire que on ne peut pas, en quelque sorte, sortir du langage pour parler du langage. Au fond, l'exigence qui est véhiculée par des linguistes comme Cuglioli d'essayer de faire de la linguistique une discipline scientifique en ayant une description du langage qui soit extrêmement rigoureuse et donc qui n'ait pas tout cet aspect un peu flou, un peu polysémique, etc., qu'a la langue objet, hein, le langage lui-même, eh bien, c'est une exigence quasiment intenable. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser les langues naturelles pour décrire les langues naturelles. Tout ce qu'on pourra décrire, on peut bien sûr essayer d'utiliser des langages formels, le langage de la logique, par exemple, hein, pour décrire certains phénomènes linguistiques. Mais ça ne décrira jamais qu'une partie microscopique des structures linguistiques, parce que les degrés de complexité, les possibilités de variation au plan des langues sont beaucoup plus grandes, enfin les langues sont beaucoup trop complexes pour pouvoir être décrites par tout simplement la logique formelle, hein, qui n'est pas adaptée pour cela, qui permet de décrire certains aspects, mais pas tous. Donc au fond, quand on veut commenter le langage, quand on veut analyser le langage, on est obligé d'utiliser encore le langage. Donc du coup, le métalangage est toujours un peu marqué par le langage lui-même. Bien. On reviendra peut-être un tout petit peu tout à l'heure sur cette idée. Là, ce que je voudrais faire en prolongement un peu pour terminer sur cette notion, c'est vous donner un exemple d'approfondissement de cette idée de glose épilinguistique, hein, pour montrer que certains linguistes essaient de les classer. Alors, voici un exemple que j'emprunte à une thèse qui date déjà d'un certain nombre d'années et qui cite donc
un classement dans une perspective de linguistique interactionnelle, un classement donc dû à deux linguistes, Bouchard et Denuchez, et donc qui classe les énoncés, alors métalinguistique, comprenez ici épilinguistique, en différents groupes, hein, différents types de formulations. Alors on va les voir les unes après les autres. D'abord, donc tout ça, ce sont des rubriques, enfin un classement, si vous voulez, interne à l'épilinguistique. Hein. Ce sont des façons de parler du langage qui sont spontanées, faites par les locuteurs. Ce n'est pas le discours métalinguistique du linguiste sur le langage, hein, qui, même s'il utilise la langue objet, eh bien, essaie quand même d'être un peu rigoureux. Bien. Alors, premier type, formulation métalocutoire, elle rend sensible implicitement ou explicite sous forme de consignes, de promesses, de commentaires, tout ce qui concerne la production physique et les conditions de perception du message oral, c'est-à-dire les caractéristiques acoustiques objectives et subjectives, assurant son audibilité, à l'exclusion de celles jouant un rôle grammatical ou pragmatique, intonation par exemple. Alors, ça va être quoi? Ça va être lorsque vous dites à quelqu'un qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu as dit ça ou ça? Je n'ai pas bien compris. Donc, on parle du langage quand on utilise des formules de ce genre-là, mais on parle simplement des conditions matérielles de perception ou de production du langage. Hein? C'est une façon de parler de ce qu'on est en train de dire. D'accord? Deuxième, donc ça c'est la formulation métalocutoire, parce que le plan d'analyse c'est le plan locutoire, c'est-à-dire voilà, la production physique, si vous voulez, des énoncés, leur réception physique ou physiologique. Donc locutoire, métalocutoire. Bon. Ensuite, la formulation métalinguistique, donc elle a trait à la négociation plus ou moins démocratique des caractéristiques lexico-syntaxiques du code commun que doivent trouver les interlocuteurs pour communiquer. Là, on retombe complètement sur la fonction métalinguistique de Jacobson. Là, ça va être, la formulation métalinguistique, ça va être ah, tu dis tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est l'exemple du sophomore, voilà, un sophomore, hein, tu parles de sophomore, qu'est-ce que c'est qu'un sophomore, est-ce que je peux expliquer, voilà. Là, on parle du langage pour être dans une négociation, une discussion sur le sens des mots. Alors, on verra tout à l'heure que ce genre de discussion sur ce qu'on entend par tel mot, c'est pas juste, ça peut être l'objet d'une discussion approfondie entre des gens. Hein. C'est pas simplement la question d'éclaircir le sens d'un mot qu'on ne connaît pas. On peut discuter dans le détail sur les enjeux de la définition du sens d'un mot. Je ne vais pas développer cet exemple parce que je n'ai pas le temps, mais pensez aux discussions qu'il y a eu récemment et au sens du mot islamisme. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Est-ce qu'on peut le définir clairement? Est-ce que c'est forcément une théorie politique? Est-ce que c'est autre chose? Enfin bref, dans toutes sortes de circonstances des échanges langagiers entre les personnes, il y a des moments où l'enjeu de la définition d'un mot va au-delà de simplement juste connaître le sens du mot. C'est le cœur même de la discussion. Bref. Formulation métadiscursive, donc je commente, c'est celle que va déployer le locuteur aux prises avec l'organisation et la mise au point sémantique de son discours, spécification d'opérations discursives déjà effectuées, en cours, à faire, éclaircissement sur les significations contextuelles, levée d'implicite. Voilà. Donc ici, on est au niveau de la construction du discours. Donc c'est quelqu'un qui va, par exemple, commenter ce qu'il est en train de dire en disant, par exemple, ou en annonçant ce qu'il va dire, en disant, voilà, je vais... Ou alors un prof, voilà, qui va faire son exposé en disant, je vais commencer par vous expliquer telle chose, et puis ensuite je vous expliquerai telle autre chose, etc. Là, c'est de la formulation métadiscursive. Je vais annoncer comment va se dérouler mon discours pour vous aider à le comprendre.
hein. Ou alors des exemples comme ça, familiers. Tu vas me dire, je te répondrai, hein, tu vas me dire que tout le monde dit ça, mais je te répondrai que non, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a une anticipation sur le discours en train de se faire. On est toujours en train de parler du langage, mais cette fois-ci, non plus au niveau du sens des mots, mais au niveau de l'organisation discursive. Formulation métacommunicative. Donc, elle porte sur l'organisation de l'événement communicatif auquel le locuteur et l'interlocuteur participent. Seront en cause l'ouverture et la fermeture des unités dialogales, des différents niveaux, échanges, incursions, la gestion des thèmes et des tours de parole. Pourront être évalués, discutés les degrés de pertinence thématique, les valeurs illocutoires, les visées, effets perlocutoires des intentions, des interventions des uns ou des autres. Alors là, on est au niveau des enjeux non plus simplement discursifs, mais communicatifs de l'interaction langagière, c'est-à-dire que dans une discussion, on va par exemple pouvoir intervenir pour dire attends, laisse-le terminer, c'est à toi réponse que tu voulais dire, voilà, c'est ce que vise ici la notion de tour de parole, hein, qui est vraiment un concept de l'analyse linguistique interactionnelle. Les thèmes, la gestion des thèmes, etc., bah c'est, voilà, vous discutez avec quelqu'un et puis il dérive sur un truc qui n'a absolument rien à voir, donc voilà, vous rééquilibrez la communication en disant oui, ce que tu es en train de dire là n'a plus rien à voir avec la discussion qu'on est en train de tenir, donc vous voyez, on est là en train de parler de ce qui est en train de se dire, et pas en train de parler de choses extérieures au langage, mais, pardon, mais en se situant au niveau de la communication. Et puis enfin, méta-interactionnel, là, on régule l'événement communicatif dans ses réalisations non proprement langagières. Donc ici, on met en cause les rituels, les tabous relatifs à l'interaction dans ses dimensions kinesthésiques, proxémiques. Bon, voilà, là, c'est vraiment la physique de l'interaction langagière. Hein, il y a un certain nombre, bon, on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais quand vous parlez à quelqu'un, vous devez vous tenir à une certaine distance, etc., respecter un certain nombre de codes d'interaction, et ces formulations méta-interactionnelles visent à rétablir, à commenter, disons, cette dimension de l'interaction. Bon, alors, on peut voir facilement que, dans un cas très très simple, toutes ces fonctions peuvent être mises en jeu. Hein. Alors, voici un exemple, c'est la même chose que j'emprunte à la même source, hein, c'est l'exemple de pardon, quelqu'un qui dit pardon. Donc, première interprétation, ça peut être une interprétation métalocutoire. Donc, quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites pardon pour dire je n'ai pas entendu. Donc là, c'est au niveau locutoire. Donc, vous faites votre pardon a un sens comme glose métalocutoire. Ensuite, elle va être métalinguistique si elle porte sur l'ambiguïté codique. Alors, par exemple, s'il y a une ambiguïté sur, vous dites un désavantage ou un désavantage. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, un des avantages de l'université, c'est que, etc. Bon, ben, pardon, ça peut vouloir dire, voilà, je n'ai pas compris si tu parles d'un avantage ou d'un désavantage. Bon. Dans ce cas-là, le mot pardon va avoir un sens, donc, métalinguistique. Ensuite, il peut y avoir un sens métadiscursif si la dimension prise en compte se situe sur le plan illocutoire. Donc, par exemple, si quelqu'un dit « j'ai froid », il peut y avoir une ambiguïté. Quelqu'un peut dire « j'ai froid » pour signifier à quelqu'un qui est près de la fenêtre qu'il faut fermer la fenêtre. Donc, dans ce cas-là, c'est un énoncé, une assertion qui vise un ordre. Enfin, je sais pas, vous avez vu au premier semestre peut-être la différence entre locutoire, illocutoire, perlocutoire, peut-être un peu, enfin bon, bref. Disons qu'en gros, c'est un acte de langage. Hein. Vous dites j'ai froid pour dire ferme la fenêtre. Ou vous dites j'ai mal à la tête pour dire passe-moi l'aspirine. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle parfois des actes dérivés. Bien.
Mais le même mot, enfin la même expression « j'ai froid » peut simplement avoir pour but de dire « j'ai froid », c'est tout. Hein, juste exprimer le fait que vous avez froid, sans qu'il y ait une valeur. Donc là, le pardon peut venir intervenir pour dire pardon, tu veux que je ferme la fenêtre ou juste tu dis que tu as froid, hein. Donc dans ce cas-là, on va être dans un pardon qui a un sens du coup métadiscursif. Voilà, et donc pour pouvoir interpréter les énoncés correctement, hein, pour pouvoir interpréter les énoncés correctement, il faut les envisager dans le cadre global de l'interaction. Alors, quelques conclusions. Donc, bien qu'on puisse dire, notamment en raison du fait que la métalangue des linguistes ne sort jamais vraiment de la langue objet, hein, c'est-à-dire qu'on utilise toujours le langage pour parler du langage, on ne peut pas, en gros, sortir du langage, vous comprenez, hein, c'est ça que ça signifie. C'est que pour parler du langage, on est obligé encore d'utiliser le langage, donc on ne peut pas en sortir. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, il n'y a pas de métalangage au sens où l'entend la formule lacanienne. Bien. Donc on peut dire que peut-être la frontière entre la métalangue, le métalangage des linguistes et le plan épilinguistique du locuteur spontané, bah, c'est pas si clair la distinction, mais quand même, malgré tout, il y a une distinction intuitivement qui est crédible, si vous voulez, où on voit bien que le linguiste il fait un travail un peu différent, il parle du langage de façon totalement différente. Donc on a bien besoin de cette distinction que j'utiliserai désormais entre le plan métalinguistique, qui est vraiment le plan de la description du linguiste, et puis le plan épilinguistique, qui est le discours du locuteur spontané. Le discours spontané des locuteurs, plutôt. Alors on peut classer les formes épilinguistiques. Là, je vous ai donné un exemple de classement, mais un exemple, juste un exemple, hein, il y en a d'autres, mais un exemple qui vient d'une perspective très précise, qui est la perspective de la linguistique de l'interaction, hein, linguistique interactionnelle. Alors, il resterait à clarifier qu'est-ce que ça veut dire que l'épilinguistique est du métalinguistique non conscient. Est-ce qu'il y a un sens dans lequel on pourrait accepter cette formulation? Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui utilise une glose métalinguistique pour dire, par exemple, qu'est-ce que tu entends par telle chose, on ne peut pas dire qu'il est inconscient de ce qu'il est en train de faire. Il est bien conscient qu'il est en train de demander le sens de quelqu'un. Alors, on peut clarifier un tout petit peu cette notion en se basant sur une proposition de Sylvain Auroux, qui est un linguiste intéressant, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des idées linguistiques. C'est un nom important de la linguistique française, hein, c'est le grand spécialiste français de l'histoire des idées linguistiques. Et il définit le savoir épilinguistique comme un savoir inconscient comme savoir, hein, non posé pour soi dans la représentation. Si ce savoir est inconscient comme savoir, on ne sait pas précisément ce qu'on sait. C'est qu'on ne dispose pas de moyens, de métalangage ou de système de notation pour parler du langage. Le véritable savoir linguistique est métalinguistique, c'est-à-dire représenté, construit et manipulé en tant que tel à l'aide d'un métalangage. Vous voyez qu'on a là une distinction peut-être plus claire entre l'épilinguistique et puis le métalinguistique. L'épilinguistique serait inconscient, serait un savoir, donc parce que chacun a du coup, vous voyez, dans le classement des gloses épilinguistiques par Bouchard et Denuchez, ces gloses épilinguistiques, elles sont formulées spontanément par les locuteurs. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir eu des cours de linguistique pour être capables de dire qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. etc. Hein, ça fait bien partie du savoir spontané des locuteurs. Mais les gens ne savent pas qu'ils savent tout ça. Ils ont l'impression juste de parler et puis c'est tout. Mais il y a tout un savoir qui est un savoir, comme je le disais au tout premier cours, qui va au-delà de simplement la connaissance du sens des mots et de la syntaxe, hein, un savoir qui porte sur toutes sortes de conditions d'utilisation du langage, mais ce savoir, il n'est pas perçu comme un savoir par les locuteurs. Hein. Les gens ne savent pas qu'ils savent tout ça.
Ils utilisent un savoir sans être conscients de posséder ce savoir. Donc c'est un savoir qui n'est pas représenté, hein, qu'on ne se représente pas, contrairement au savoir métalinguistique des linguistes, qui lui est vraiment posé en tant que tel comme savoir. Donc, un savoir inconscient comme savoir, ça ne veut pas dire que ça échappe à la conscience. Hein. Donc on peut définir l'épilinguistique comme du métalinguistique inconscient ou comme du, métalinguistique inconscient comme savoir. C'est-à-dire que c'est une connaissance tacite ou implicite, hein, ce qu'on appelle parfois une connaissance tacite ou implicite. Bien. On peut dire aussi que c'est du métalinguistique sans métalangue consistante, pour utiliser la formulation de Cuglioli. Hein. On peut faire la différence entre le métalinguistique avec une métalangue ou sans métalangue. Du coup, le métalinguistique sans métalangue, c'est l'épilinguistique. Alors, la question maintenant que je poserai, c'est est-ce que toutes ces affaires d'épilinguistique, là, c'est quelque chose qui a une place un peu officielle dans l'analyse linguistique? Eh bien oui, en fait, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. L'épilinguistique, tout ce qui relève de l'épilinguistique, appartient à un grand domaine des études linguistiques qu'on peut appeler la linguistique spontanée. Et cette linguistique spontanée, elle s'appelle aussi parfois la linguistique populaire ou la linguistique naïve, etc. Donc c'est ça que je voudrais clarifier un petit peu avec vous aujourd'hui. Et puis dans quelques cours suivants, c'est la notion de folk linguistics, de linguistique populaire, et cette idée de linguistique spontanée. Disons que, pour ma part, je préconise plutôt l'utilisation de la formulation linguistique spontanée plutôt que folk linguistique ou linguistique populaire, pour des raisons que je tâcherai de vous expliquer, mais bon, j'insisterai pas beaucoup parce que c'est pas non plus l'enjeu d'entrer dans le détail de l'analyse, mais vous allez voir qu'on touche à des choses qui sont tout sauf mineures en linguistique. Alors, d'abord, on va voir la différence, comment on théorise la linguistique folk, hein, populaire. Alors, je vais beaucoup utiliser là un numéro d'une revue qui s'appelle Pratique, qui date de décembre 2008, et qui a été dirigé par deux linguistes, Acharbel qui est à Metz, et puis Marianne Pavot qui est à Paris 13, je crois. Et donc, qui ont fait tout un numéro sur ce que c'est que la linguistique populaire, un numéro de cette revue, qui est une bonne revue de linguistique, et disent la chose suivante en préambule: le terme linguistique populaire est un calque d'une série de dénominations anglo-saxonnes basées sur folk, dans lesquelles folk est traduit en français par populaire, spontané, naïf, profane ou ordinaire. La liste est assez ouverte. Hein. On parle aussi de linguistique de sens commun et on rencontre également l'expression linguistique des profanes, dont le Ross-Rosier signale la présence désormais massive sur Internet. Bon, il ne faut pas exagérer, c'est pas si massif que ça. Mais bon. Donc, vous voyez qu'on a ici cet extrait vise à simplement vous montrer qu'il y a un domaine qui est bien délimité dans les pays anglo-saxons, dans la linguistique américaine en particulier, et de langue anglaise, disons, qu'on appelle la folk linguistics, hein, et qu'on a du mal à traduire en français. Hein. Donc, voilà, est-ce qu'on va dire linguistique folk, mais c'est un peu bizarre, peut-être, ou linguistique populaire, linguistique spontanée, naïve, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce que c'est que la linguistique populaire? Là, on va utiliser un auteur qui est un sociolinguiste très connu aux États-Unis, qui s'appelle Preston, Dennis Preston, qui est de l'Université d'Oklahoma, et donc qui a proposé dans ce numéro dont je parlais, le numéro de la revue Pratique, une sorte d'introduction qui porte sur, qu'est-ce que c'est que la linguistique folk, la folk linguistique, c'est pourquoi c'est important, pourquoi il faut y accorder de l'importance. Alors voilà donc c'est la traduction, hein, je vous donne directement la traduction que propose
Pavot et à Charbel. La folk linguistics cherche à découvrir ce que les non-linguistes savent du langage. Vous voyez, c'est bien ce dont on parle depuis le début. Hein. Je vous rappelle qu'on arrive là à partir de Golden Moustache et le truc sur Facebook, etc., parce que ça montrait que ces gens-là savent des choses sur le langage, mais que c'est un savoir de non-linguistes. Ce que les non-linguistes savent du langage et à en tirer des enseignements sur leur théorie linguistique folk sous-jacente. Donc vous voyez que là, ça a un cran de plus, c'est-à-dire c'est l'idée que non seulement il y a des savoirs sur le langage qui sont des savoirs qui sont très différents des savoirs que possèdent les linguistes, mais ce ne sont pas des savoirs complètement désorganisés, etc. Ce sont des théories sous-jacentes, enfin des théories que les gens véhiculent sans en être conscients, hein, des théories sur le langage. Bien. Alors, un tel travail doit être mené non seulement pour parfaire l'ethnographie linguistique d'une communauté de langue, mais aussi pour les indications qui peuvent être fournies et pour l'aide qui peut être apportée à la théorie linguistique, à la variation, au changement linguistique et enfin à la linguistique appliquée. L'analyse de données conversationnelles, qui emploie diverses techniques de l'analyse du discours, sera ici notre meilleur moyen de découvrir les croyances en matière de folk linguistique. Donc on va voir ensuite un peu plus dans le détail les raisons d'intérêt pour la folk linguistique. Mais ici, on a déjà cette idée que dans ce type d'analyse, on va beaucoup utiliser les données conversationnelles. C'est-à-dire qu'on va enregistrer et noter des conversations entre des gens, et c'est à partir de là qu'on va dégager les théories linguistiques sous-jacentes que véhiculent les locuteurs. Alors, le regain d'intérêt pour la linguistique folk, donc je vais traduire à chaque fois FL, Folk Linguistics, par linguistique folk pour l'instant, pour ne pas m'engager sur la traduction, date d'une conférence faite par quelqu'un dont je ne vous demande absolument pas de retenir le nom, et ce Hönigswald, Henry Hönigswald, disait « Nous devons nous intéresser non seulement petit a à ce qui se passe, c'est-à-dire le langage, mais aussi petit b à la façon dont les gens réagissent à ce qui se passe, c'est-à-dire avec le langage où les gens peuvent être persuadés, dissuadés, etc. Et petit c à ce que les gens disent au sujet du langage. » Alors bon, voilà, et donc Preston dit, voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est le point C de Hönigswald, c'est-à-dire ce que les gens disent au sujet du langage. Et l'expression linguistique folk renvoie à l'analyse de tout ce que les gens disent au sujet du langage. Donc vous voyez qu'il y a du coup une linguistique de l'épilinguistique. C'est-à-dire on peut faire du métalangage et du métalinguistique sur l'épilinguistique qui, lui, porte sur le langage. Alors, voici les raisons sérieuses, si vous voulez, que donne Preston pour dire oui, c'est important de travailler sur la linguistique folk parce que ça peut nous apprendre des choses dans toutes sortes de domaines. Alors, quels sont les domaines, quels sont les champs, disons les branches de la linguistique qui peuvent être concernés par les apports de la folk linguistique. Alors, d'abord, la première raison, c'est une raison ethno-linguistique. Donc, une des raisons ethno-linguistiques, linguistique sur la question de la variation et du changement et sur les questions de linguistique appliquée. Premièrement, des raisons d'ordre ethno-linguistique. Donc, là, l'idée, c'est que si on veut étudier une communauté d'un point de vue ethnologique ou ethnographique, eh bien, ça fait partie des éléments de connaissance d'une communauté linguistique que de savoir ce qu'ils disent sur leur langage. Donc, si on laisse tomber ça, eh bien, on se prive de l'opportunité de compléter nos connaissances sur ce qui est peut-être l'un des éléments les plus importants de la culture. Sachant que, ce que véhicule une langue en termes de dimension culturelle est extrêmement important, donc ce qui est dit de cela, du coup, a aussi une grande importance.
Deuxième type de raison, simplement linguistique. Il faut faire de la linguistique folk si on s'intéresse aux intuitions de ceux qui utilisent le langage au quotidien. Comment pourrions-nous prétendre que les linguistes n'obtiendraient pas de précieux renseignements sur le langage en écoutant les locuteurs folk qui en parlent avec perspicacité? Bon, voilà, là, ça va être, par exemple, pour discerner, est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que vous utilisez l'indicatif ou le subjonctif après le verbe espérer? Est-ce que vous dites j'espère qu'elle viendra un jour ou j'espère qu'elle vienne un jour? Bon. Alors, dans l'histoire du français, il est préférable d'utiliser l'indicatif. Hein, j'espère qu'elle viendra un jour. Avec une différence entre désirer et espérer. Vous allez dire plutôt je désire qu'elle vienne, mais j'espère qu'elle viendra. Vous voyez? Pourquoi? Bon, il y a toutes sortes d'explications linguistiques pour ça, mais la raison principale, c'est que, grosso modo, l'espoir est lié à la probabilité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas espérer quelque chose que vous ne concevez pas comme étant possiblement réalisé, enfin, c'est-à-dire probable, quoi. Vous ne pouvez pas espérer sans être à peu près, sans avoir une croyance que la chose peut vraiment se réaliser. Vous allez dire, par exemple, j'espère qu'il pleuvra. Ça veut dire que vous pensez que c'est vraiment probable. Mais vous ne pouvez pas espérer quelque chose sans avoir une idée que ça va être probable. Tandis que désirer, je désire qu'il pleuve, le désir, il est absolument déconnecté de ce qui va se passer en réalité ou pas. Ça dit dire je désire quelque chose, c'est juste dire ce que vous avez en tête, ou ce que vous avez comme émotion. Hein. Alors que espérer, c'est s'engager sur la réalité de ce qui va se passer. Désirer, pas du tout. Désirer, c'est dire juste ce qu'on souhaite soi. Bon, c'est une nuance subtile entre ces deux verbes. Bon, dans l'histoire du français, ça s'est mis en place petit à petit, mais depuis quand même un certain nombre d'années, on fait cette différence. J'espère qu'elle viendra, je désire qu'elle vienne. Bon. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, hein, quand on met entre guillemets sur Google j'espère qu'elle vienne, on trouve des tas d'attestations de subjonctifs après espérer. Donc ça veut dire que pour savoir aujourd'hui où en est linguistiquement cette opposition, ben, il faut bien avoir l'avis des gens. Hein. C'est-à-dire que la langue, peut-être, elle évolue, peut-être elle est en train de changer, et ce sont les locuteurs spontanément qui réalisent disons, qui actualisent la réalité de la langue. C'est pas quelqu'un, évidemment, qui a dit un jour, bon les gars, il faut bien clarifier les choses, hein. On va mettre désir d'un côté, espoir de l'autre, et puis pour être sûr, on va dire désir plus subjonctif et espoir plus indicatif, comme ça, ce sera plus clair, ok? Non, hein, ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Donc, on en arrive au point suivant, la question de la variation et du changement linguistique. Hein. Évidemment que l'avis qu'ont les gens sur ce qu'on peut dire et pas dire, par exemple, si vous pouvez légitimement aujourd'hui hésiter sur « j'espère qu'elle viendra, j'espère qu'elle vienne », je pense qu'aucun d'entre vous ne dirait je crois qu'elle vienne ». Je veux dire, à tout le monde, ça paraît absurde, c'est une erreur. Donc il y a bien un savoir spontané qui fait que, vous savez qu'il y a des cas limites, quoi. Il y a des cas, je veux dire, qui sont clairs. Hein. Je crois plus un verbe derrière, ça ne va pas avec le subjonctif, c'est sûr. Mais il y a des cas où c'est un peu, on hésite un peu. Bon. Et ça, même si vous n'en êtes pas conscient, si vous parlez à quelqu'un, puis tout d'un coup, que la personne vous dit je crois qu'elle vienne demain, vous allez réagir forcément, ça va vous choquer, vous allez réagir. Donc, ça veut dire là que votre connaissance épilinguistique, puisque il n'y a pas besoin d'être linguiste pour être conscient de ça, n'importe quel locuteur du français, bon, à condition que ce soit
un locuteur plutôt, enfin, qui a une bonne connaissance du français, pas, par exemple, je sais pas, un étranger qui apprend le français depuis 3 mois. Bon, là, évidemment. Mais si c'est un locuteur natif du français, comme on dit, bon, là, normalement, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment un savoir qui est pas un savoir de linguiste, c'est un savoir qui est ancré, et la personne, elle ne sait pas qu'elle véhicule une théorie sous-jacente de là où on met le subjonctif et là où on met l'indicatif. Et là, c'est ça qui est en jeu. C'est que les gens savent des tas de choses sans en être conscients quand ils utilisent la langue. Hein. Et on ne leur a pas appris. Je veux dire, je pense, on ne vous a pas appris à l'école que, enfin, vous vous en souvenez, on vous l'a peut-être dit un jour, mais vous n'avez absolument pas besoin de vous souvenir qu'on vous a donné une liste de verbes où il faut mettre l'indicatif derrière et une autre liste où il faut mettre le subjonctif. Vous savez ça tout à fait spontanément, juste par imprégnation, vous avez entendu, puis c'est devenu dans votre système cognitif, c'est devenu une réalité, et donc vous avez une théorie sous-jacente, dont vous n'êtes pas conscient, mais qui est une vraie théorie. Bon. Mais est-ce qu'on ne calque pas plutôt la théorie sur ce qu'on a, ou c'est plutôt enfin, qui de la théorie ou du fait linguistique qu'on a en tête est venu le premier? Ce que je veux dire, c'est que la théorie que va faire le linguiste, c'est une théorie qui est basée sur la théorie spontanée de ce que disent les gens. Hein. C'est-à-dire qu'on observe les usages. Qu'est-ce qu'il fait le linguiste? Il regarde voilà, ce que les gens disent, et puis il note, ben, là, avec tel verbe dans la principale, il y a le subjonctif ou l'indicatif dans la subordonnée. Bon, alors après, on peut faire une étude historique, parce que ça s'est mis en place assez tard dans la langue française. Mais ce qu'observe le linguiste, c'est quand même les usages, ce que disent les gens. D'accord? Donc, et à partir de ce que disent les gens, le linguiste, il va essayer de construire un discours qui se tient à peu près pour dire, voilà comment ça marche, quels sont les grands cas où on utilise l'indicatif, les grands cas où on utilise le subjonctif. Ça, c'est le point de vue du linguiste. Hein. Donc il va essayer de théoriser et d'expliquer pourquoi on met le subjonctif ou l'indicatif après tel ou tel verbe. Mais les locuteurs spontanés, eux, ils ne connaissent pas cette théorie linguistique, ils n'ont pas besoin pour l'utiliser correctement. Alors, une autre question, et puis je vous laisse réfléchir. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Je veux dire, quand on dit là une théorie, quand on parle de théorie au niveau folk linguistics, on parle de théorie spontanée. Donc en fait, c'est une autre façon de parler de l'usage, mais en disant que cet usage, il a une régularité. Enfin, je veux dire, cette régularité, ça veut dire que les gens ne réagissent pas au hasard. Les gens, ils ne mettent pas le subjonctif ou l'indicatif n'importe comment. Ils le mettent avec une grande régularité sans s'en rendre compte. Je veux dire, c'est la même chose, pas pour n'importe quoi en linguistique. Hein, quand vous utilisez des déterminants, dire un ou le. Vous voyez, hein, quand regardez des étudiants étrangers, tout ça, qui ont beaucoup de mal parfois à utiliser les articles. Bon, ben, si vous êtes français natif, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Spontanément, vous avez une théorie de l'article dans votre tête, dont vous n'êtes pas conscient, bien sûr, hein, que vous utilisez comme une espèce de savoir procédural. Hein. Vous savez, on distingue parfois en psychologie cognitive le savoir procédural qui correspond à des connaissances d'action un peu, et puis le savoir théorique, quoi. Alors, oui, et puis après... Mine de rien, j'ai quand même un petit peu... Enfin, je tique un peu avec le fait que les connaissances que l'on a de la langue ne sont pas liées à un apprentissage, parce que je pense qu'il y a quand même une forme d'apprentissage derrière, parce que oui. Enfin, cette régularité, mais je suis tout à fait... Oui, du ciel, bien sûr, bien sûr. Par exemple, pour la conjugaison des verbes, toutes ces notions qui sont a priori un peu complexes, on les a quand même apprises à l'école. Et je pense qu'il y a eu, même si après il y a eu un savoir qui s'est instauré suite à l'imprégnation, comme vous dites, je pense qu'à la base, il y a quand même eu des règles qui ont été édictées, qui ont été formulées, qui tout à fait d'accord. Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison. Voilà. Même oui. l'usage du subjonctif, je pense que par exemple, c'est un mode qui n'est pas très utilisé dans certains cas. Oui, mais là, je crois que... J'espère je souhaite qu'elle vienne. Ça, c'est pas du... C'est pas... j'espérais qu'elle allasse... etc. Vous voyez, c'est du subjonctif usuel. Hein. Mais mine de rien, le subjonctif, par exemple, est un mode qui est encore assez mal
mal connu. Je veux dire, il suffit de regarder par exemple les cours en linguistique, en grammaire et linguistique, les cours de conjugaison. On voit bien que par exemple dans l'identification de certains temps, comme des subjonctifs peut-être passés, on a plus de mal, mais même le subjonctif présent, parfois on a un petit peu de mal à reconnaître les usages ou certaines formes qui sont un peu plus rares. Oui, alors le subjonctif imparfait, oui. Ont justement tendance à varier dans l'usage. C'est-à-dire que par exemple avec croix, on pourrait avoir tendance à mettre l'indicatif ou le subjonctif, puisque le subjonctif est assez peu utilisé. Du coup, on pourrait avoir tendance à l'employer de manière un petit peu presque aléatoire, puisque les règles n'ont pas été apprises en tant que règles, elles ont été apprises en tant qu'usage. Et du coup, si les usages sont un peu déviants, ça restera déviant et ça ne se mettra pas en place en tant que règle dans l'utilisation. Non mais d'accord. Donc bien sûr, notre connaissance spontanée des langues est aussi le résultat d'un apprentissage scolaire et c'est important. Et enseigner la grammaire à l'école, c'est important. Mais parce que ça met en place des choses un petit peu structurées. Mais au bout d'un moment, c'est l'usage qui prime et c'est les échanges langagiers qui vont faire en sorte qu'un certain nombre de régularités vont s'installer dans votre système cognitif comme des routines cognitives et que vous allez réagir sans réfléchir et pas... Dans certains cas, on hésite, hein, justement. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui écrivent bien, sont des gens qui savent quand ils savent et quand ils ne savent pas. Hein. Le type qui écrit n'importe quoi, c'est en général le type qui se pose... Enfin, je veux dire, je parle simplement, pas seulement au plan orthographique, mais aussi au plan de l'expression. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui ne s'interroge jamais sur le fait de savoir s'il sait ou il ne sait pas ce qu'il est en train s'il maîtrise ou ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Donc, oui, le savoir est important, mais voyez, par exemple, pour cet exemple tout bête du subjonctif ou de l'indicatif en subordonné, je ne pense pas que vous ayez, enfin, c'est même une certitude, hein, vous n'avez pas, lorsque vous dites je crois qu'elle viendra et pas je crois qu'elle vienne, je veux dire, vous n'avez pas à vous dire ah oui, au fait, c'était quoi mon instinct, il disait je crois que plus quoi déjà. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il y aura besoin de ça dans des trucs compliqués, par exemple les accords des participes passés avec les verbes pronominaux. Là, oui, il faut réfléchir à une règle qu'on a apprise et tout parce que d'abord c'est pas oral, tout ça. Enfin, je veux dire, ça s'entend pas trop. Bref, donc il y a certains cas très marginaux dans lesquels il faut revenir au savoir d'origine. Mais la plupart du temps, non, ça devient une routine et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire le fait que ce soit une routine, ça veut dire qu'il y a une sorte de connaissance qui est dans le corps presque et dans l'esprit des personnes dont ils ne sont pas conscients. Et il y avait une autre question ?